Œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité des regards. Et vous êtes toujours sur Radio Anthropocène, en direct du RIS à Villeurbanne pour le festival de l'Anthropocène 2022. Et c'est l'heure du coup d'œil sur l'actu de notre invité. Et pour l'émission d'aujourd'hui intitulée L'État qu'il nous faut pour faire face à l'Anthropocène, nous avons le plaisir d'accueillir Daniel Aguinsinski. Bonjour Daniel Aguinsinski, merci et bienvenue Bonjour. dans Regard. Merci d'être avec nous, bienvenue dans Regard sur l'actu et au festival à l'école de l'Anthropocène 2022. Alors Daniel Merci de votre Aguinsinski. accueil. Daniel Aguinsinski, vous êtes professeur agrégé de philosophie. Après avoir enseigné à l'université, vous avez rejoint en 2012 le cabinet de la ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, puis celui du ministre de l'Éducation nationale. À France Stratégie, de 2015 à 2020, vous avez coordonné différents travaux portant sur les fractures sociales, la place des experts dans le débat public, la médiation et dernièrement sur les enjeux de soutenabilité dans la fabrique des politiques publiques. Et depuis novembre 2020, vous êtes délégué général à la médiation auprès de Claire Hédon, la défenseur des droits. En 2021, vous avez publié avec Romain Baucher et Céline Dagnon L'État qu'il nous faut, des relations à renouer dans le nouveau régime climatique. Alors dans cet ouvrage, vous revenez sur la manière dont est structuré l'État français et la façon dont cette structuration affecte l'efficacité de ses agents, les fonctionnaires, et donc son action, notamment autour de la question climatique. Alors Daniel Aguinsinski, nous faisons face à un défi, l'Anthropocène, mais vous nous dites que nous essayons d'y répondre avec un outil conçu pour toute autre chose. L'État, tel qu'il est aujourd'hui, a été pensé pour répondre à d'autres enjeux. Alors déjà, quels sont-ils et qu'est-ce qui, selon vous, nous empêche de créer des réponses pertinentes à la situation que nous vivons actuellement ? Déjà, merci beaucoup de votre accueil, même à distance. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous sur ces questions. Vous avez déjà dit beaucoup de choses dans votre question. Vous avez déjà résumé un grand nombre des points de départ du livre. Pour essayer de l'expliquer, on part de l'idée que, sans que ce soit une vérité, j'allais dire empirique, historique, mais une question de principe, que l'État, au fond, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil, une espèce de gros outil très complexe, très, très multidimensionnel, une espèce de gros outil dont une société se dote pour résoudre un certain nombre de problèmes, pour traiter un certain nombre de sujets auxquels elle est confrontée. Et c'est de cette façon-là, en tout cas, qu'il s'est, cet État, développé, structuré, transformé au cours des derniers siècles et des dernières décennies. C'est pas la même chose, l'État de l'Ancien Régime et l'État qui commence à créer des réseaux de services publics à la fin du 19e siècle. C'est pas la même chose, cet État de services publics avec des réseaux, encore une fois, de transport, l'école, les postes, etc. Et ce qu'on appellera l'État-providence après la Seconde Guerre mondiale, avec, en tout cas en France, une sécurité sociale construite en lien avec les partenaires sociaux pour assurer l'ensemble des travailleurs contre le risque maladie, le risque vieillesse, etc. Donc on voit bien au fond, aux grandes étapes de structuration, transformation, consolidation de l'État, qu'on a au fond un besoin social qui est identifié, qui fait souvent l'objet de revendications. On ne sort pas de la Seconde Guerre mondiale avec la sécurité sociale sans les années précédentes de conflits sociaux, 36, les grèves, les premiers acquis dans ce cheminement-là. Et un besoin social, disons, à laquelle on trouve une réponse collective. On trouve une réponse collective dans l'organisation d'un service public, de prestations, d'un réseau, d'une action publique au sens le plus large du terme, qui a pour but, elle le fait plus ou moins bien selon les périodes, selon les temps, mais qui a pour but de répondre à ces besoins-là. Ça veut dire deux choses aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut d'une part essayer de regarder ce que sont nos besoins sociaux au sens large aujourd'hui, regarder comment ils sont remplis par l'État tel qu'il existe aujourd'hui, et se demander si on considère qu'ils ne sont pas parfaitement remplis, ce qui est une hypothèse à prendre au sérieux, de regarder comment, à quelles conditions et dans quelle direction il faut transformer cet appareil, l'État, pour qu'il y réponde mieux. Il y a un préambule à ça, au fond, c'est de se dire est-ce que c'est de l'État qu'on a besoin pour répondre à ces besoins-là ? Là, c'est toute une partie de ce qu'on essaie d'analyser dans le livre, sur, au fond, on dit l'Anthropocène, alors je le dis à la fois parce que je suis chez vous, mais aussi parce que le mot, je trouve, est important pour
voir dans sa globalité une série de défis liés à ce qu'on appelle avec la tour le nouveau régime climatique, pour montrer que ce n'est pas une espèce de crise passagère dont on va sortir le plus vite possible, l'effondrement de la biodiversité, l'atteinte du fait de l'action de l'homme d'un certain nombre de limites planétaires qui mettent en question l'habitabilité de la Terre. Et donc, cette question, ce défi lié à ce que je suis d'accord avec vous pour rassembler sous le terme d'anthropocène, est-ce qu'on a besoin de l'État pour le faire? C'est la question, j'allais dire, préjudicielle, la première question à se poser. Et il se trouve que dans le débat public, dans les forces politiques et sociales, il n'y a pas d'unanimité sur la réponse à cette question. Pourquoi? Parce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on voit dans les débats autour de la prise en compte de l'anthropocène. On a entendu beaucoup des discours du type ce sont les colibris qui nous sauveront, et qu'au fond c'était une juxtaposition de gestes individuels, de transformation, voire de conversions individuelles qui, dans la façon de consommer, de se déplacer, allaient permettre de faire cette transformation nécessaire et suffisante pour vivre avec, finalement, ce que l'on sait. Il n'est pas absolument sûr que ça suffise à ce stade. En tout cas, il n'y a rien qui, dans l'évolution des trajectoires de production de déchets, d'émissions de CO2, de destruction de la biodiversité, suggère qu'on soit aujourd'hui sur un chemin suffisant de ce point de vue-là. Il y a de l'autre côté, ou d'un autre côté en tout cas, l'idée que, au fond, la technologie va nous sauver, on trouvera l'invention qui va nous permettre de réduire nos besoins énergétiques, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, etc. J'en sais rien. Je ne sais pas. J'ai pas la science ni la préscience, je vais dire, pour le dire. Mais disons que dans le doute, je suis pas sûr de vouloir faire ce pari-là. Et donc, si on prend au sérieux l'ensemble des transformations, encore une fois, dans nos manières de nous déplacer, nous consommer, travailler, communiquer, etc., qu'il faut faire, il apparaît difficilement contournable d'en passer par la puissance publique au sens large, à savoir la capacité collective d'une société à se donner des règles, la démocratie, la loi, la norme, les mettre en œuvre, les faire respecter, l'administration, le contrôle, mais aussi accompagner l'ensemble des acteurs privés, publics, associatifs, entrepreneuriaux, individuels, à engager ces transformations-là. Et c'est de ce point de vue-là que le premier point du livre L'État qu'il nous faut, c'est qu'il nous faut l'État, en quelque sorte, pour réussir cette dimension-là. Après, la question du comment, mais ça, je vous laisse parler. Et justement, l'État actuel, qui a été structuré autour de modèles qu'on peut appeler productivistes, est-ce que cela pose plus largement la question des indicateurs et donc de savoir comment ces indicateurs, comme le PIB, sont mobilisés par la puissance publique et traduisent donc son impuissance à agir dans la série de crises et de défis que nous connaissons actuellement, allant du sanitaire au climat? Oui, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions sur la façon dont le fonctionnement ordinaire de l'État fait, comme on le disait tout à l'heure, pour répondre à un certain nombre d'objectifs, apparaît comme inadapté pour répondre aux nouveaux impératifs qu'on a identifiés. L'État dont on hérite aujourd'hui, il est le résultat, en gros, sur ces grandes dimensions de deux grands moments, c'est-à-dire l'État-providence de l'après-Seconde Guerre mondiale, qui a pour but, notamment par la redistribution fiscale, la sécurité sociale, de partager de façon acceptable les gains de productivité et les gains de richesse produits par l'accroissement de la production, compromis social-démocrate, disons, d'après-guerre, et plus récemment, dans le tournant qu'on appelle néolibéral, de mettre la puissance publique, la règle de droit au service du marché et de l'expansion de l'action privée et des échanges marchands. Et donc on voit bien qu'avec ces deux logiques-là qui se superposent en partie, l'une n'ayant pas complètement écarté l'autre, puisqu'on continue d'avoir une sécurité sociale, on voit bien qu'avec ces deux logiques, finalement, on est entraîné, l'État lui-même est entraîné dans le besoin relativement sans limite d'extension du champ des échanges marchands et de la production marchande. Pourquoi? Pour le faire très simple, parce que si je suis l'État, si je dois distribuer des retraites, des prestations sociales, des allocations chômage, distribuer des services publics, satisfaire des besoins sociaux, que je le fais en le finançant par l'impôt,
par les cotisations, eh bien, pour satisfaire un nombre croissant de besoins, j'ai besoin d'une ressource elle-même croissante. Et tant que cette croissance est libérée, tant que l'action publique est libellée en euros, j'ai besoin de faire rentrer des euros dans les caisses de l'État et de la protection sociale. Or, aujourd'hui, on sait assez bien qu'on a beaucoup de mal à découpler, déjà de façon relative, encore plus de façon absolue, l'empreinte carbone de la production et l'empreinte ressources de la production du PIB. Et donc, en un sens, l'État aujourd'hui est dans une spirale difficilement évitable de recherche de croissance. C'est pour ça que moi, au fond, on en parle peu dans le livre de ça, mais la question autour des indicateurs et du PIB, on tourne autour depuis 50 ans, quand même maintenant. Les critiques du PIB, ça fait 50 ans qu'elles sont formulées, sans produire d'effet. À mon avis, pour une raison assez simple, c'est qu'au fond, on dit toujours le PIB, c'est un mauvais indicateur parce que ça compte comme positif des externalités négatives, etc. Et je suis pas sûr, en fait. Je pense que le PIB est un très bon indicateur, mais d'une chose très simple, de la base fiscale de la puissance publique. En gros, c'est à peu près 1 pour 1. Si dans mon pays, PIB augmente d'1, j'augmente la ressource fiscale d'1. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas demander à quelqu'un qui est responsable d'une puissance publique, chef exécutif, de dire PIB, je m'en fiche. PIB, je m'en fiche parce que c'est vraiment sa base ressource pour conduire son action publique. Et donc, de ce point de vue-là, cette question des indicateurs, il ne s'agit pas de dire qu'on va forcément écarter le PIB de la réflexion sur l'action publique. Ça veut dire que ce qu'il faut transformer, vous parliez tout à l'heure de l'efficacité de l'État, c'est y compris les critères de cette efficacité de l'action publique, c'est au fond d'arriver à découpler non pas tellement PIB et carbone, c'est compliqué, non pas forcément à part PIB et bien-être et action publique, mais au fond carbone et bien-être. J'allais dire en quelque sorte carbone, ressources, biodiversité, etc. Empreinte écologique et bien-être. Et finalement, ça suppose au fond d'en passer par une refonte assez conséquente, assez importante des circuits cérébraux, des circuits mentaux de l'État, de la façon dont il conçoit, prévoit, produit, met en œuvre et évalue son action. Et le problème, c'est qu'effectivement, on s'est un peu lié. Vous évoquiez tout à l'heure dans le point d'info, le débat mis au jour aujourd'hui sur la question des cabinets, du recours des cabinets. On s'est lié à des conceptions de l'efficacité, à des conceptions de la valeur de l'action publique qui sont effectivement très liées à sa dimension étroitement économique, à sa dimension relativement court-termiste et liée aux intérêts des entreprises. Et c'est ça aussi dont on essaye de montrer à la fois pourquoi il faut le changer et potentiellement un peu comment. Alors Daniel Agacinski, après vous avoir entendu sur ces éléments de diagnostic, et on l'entend déjà qu'il nous faut un État, c'est déjà pas mal, on vous remercie. J'aimerais passer à une partie peut-être plus pronostique. Ouais. Vous prenez une réarticulation, si je vous ai bien compris, de l'agencement entre l'État, les services et les citoyens pour faire face au nouveau régime climatique. Et j'aimerais vous entendre peut-être plus sur la démarche en tant que telle de l'ouvrage, car la singularité de ce projet est qu'il est écrit à 3 mains. Vous-même, Daniel Agacinski, votre collègue Céline Dagnon, qui est spécialiste des politiques culturelles, et Romain Baucher, qui est acteur du privé engagé dans l'agence de design Vraiment. Pour vous, c'était important d'assumer cette pluralité de points de vue pour repenser ce lien entre État, services et citoyens, et aussi, si jamais on peut vous entendre sur votre rôle en tant que haut fonctionnaire, puisque vous sortez d'une certaine mesure de votre devoir de réserve. C'est quelque chose qui est important à l'heure de l'Anthropocène. On le voit qu'il y a des collectifs qui se sont montés, nos services publics, de défendre cette vision du public. Alors, oui, d'une part, la dimension collective, elle est très importante parce que même si on a eu des bouts de parcours en commun avec Céline Dagnon et Romain Baucher, on a chacun fait un cheminement assez différent qui nous amène de points écartés. Céline dans la pratique culturelle publique de terrain, Romain directement dans les questions de transformation de l'action publique, moi davantage partant de questions de philosophie politique avant d'être confronté à la pratique, et on a chacun finalement de notre point de vue rencontré des frustrations, des colères, des insatisfactions sérieuses sur
la façon dont l'État était organisé, et on n'aurait évidemment aucun d'entre nous trois écrit ça séparément, notamment parce que il y a une forme de complémentarité, disons, d'un côté le diagnostic que Romain a pu dresser sur les réformes de l'État successives, RGPP, MAP, CAP 22, et la façon dont elles ont finalement plutôt éloigné l'État de la capacité à traiter les défis dont on parle depuis tout à l'heure, la façon dont Céline montre, expérience à l'appui, le rôle fondamental des politiques éducatives et culturelles pour donner aux citoyens la confiance en soi, le fait de se sentir autorisé à intervenir dans la vie de la cité, à la fois individuellement et collectivement. Et puis les réflexions que j'avais pu, moi, conduire, alors plutôt du temps où j'étais à France Stratégie, dans le cadre d'un projet qui s'appelle les soutenabilités au pluriel, qui a partie liée aussi à l'étude à l'école urbaine de Lyon, puisqu'on avait travaillé avec Michel Busseau au début, qui est un chantier qui se continue et qui devrait bientôt donner lieu à des productions intéressantes sur ce sujet. Et donc, avoir une réflexion qui était à ce moment-là sur la façon de la fabrique des politiques publiques à l'ère de l'Anthropocène, à l'ère des impératifs cumulatifs et complémentaires de soutenabilité qui obligent à reposer autrement la question de la façon dont l'État répond à une série de besoins et à une série d'attentes. Ça, c'est au fond pour la façon dont nos parcours et nos réflexions complémentaires se sont alliés pour conduire cette réflexion-là. Ensuite, effectivement, il y a le fait qu'on est ou on a été, à ce stade, je suis le seul à l'être encore, des agents publics, ou des gens qui sont en interaction directe avec des agents publics. Alors, on est tous en interaction avec des agents publics, c'est 5 millions de personnes. La probabilité, si vous n'êtes pas un vous-même, que vous en ayez un dans votre famille ou dans votre entourage proche, est quand même assez forte. Et puis, on interagit au quotidien avec des enseignants, souvent moins au quotidien avec des policiers ou des juges, mais des médecins en ce moment, oui, ça de façon assez quotidienne pour pas mal de gens. Et donc, on est en un sens tous concernés. C'est évidemment l'affaire de tous pour ça. Mais le fait d'avoir été agent public est effectivement important parce que parmi les choses qu'on évoque comme des leviers de transformation, il y a évidemment l'autonomie plus grande donnée aux agents publics, et ça m'est juste là-dessus, qui fait écho un peu à ce que vous disiez tout à l'heure sur les cabinets, à la façon dont un nombre d'agents publics sont dépossédés des finalités, du sens même de leur action, et aussi leur liberté de parole. Alors, vous disiez tout à l'heure, effectivement, je travaille chez le Défenseur des droits aujourd'hui. Tout ce que je dis là n'engage en rien l'institution. C'est un élément important de ce partage, finalement, entre une capacité qu'on a à prendre la parole en tant que citoyen. Je ne parle pas de sujet là qui concerne directement le champ de compétences de l'institution où je travaille, mais on a effectivement cette liberté, comme quand j'étais à France Stratégie d'ailleurs de ce point de vue-là, de prendre notre casquette, entre guillemets, de citoyen et sans entrer en porte-à-faux avec l'activité propre de l'institution avec laquelle et pour laquelle on travaille, de s'engager sur le sens de l'action publique. Merci Daniel Agassinski. Justement, je vous propose de faire une courte pause musicale pour se retrouver ensuite pour la suite de notre entretien et justement évoquer ce lien entre fonction publique et citoyen et l'autonomie des agents. À tout de suite sur Radio Anthropocène.
try so hard not to go insane. Birds to fly, looks like rain. I love you, baby. I love you so much, baby. Maybe we can stay in touch. Meet me in another world, space and joy. Vous êtes très belle, mama, girls and boys. Regard sur l'actu. Regard sur l'actualité à l'aune de l'Anthropocène. Regard sur l'actu. Tant qu'il y a d'un côté des manifestants, de l'autre nous n'en sortons pas. Et nous sommes de retour et en direct du RIS pour le festival à l'école de l'Anthropocène 2022 pour le coup d'œil sur l'actu de Daniel Agacinski, délégué général à la médiation auprès de Claire Hédon, la défenseur des droits. Alors dans votre ouvrage, Daniel Agacinski, vous parlez d'une reconsidération des citoyens, de ce besoin de reconsidération, ces citoyens qui ne sont plus pris en compte, qui sont en fait pris en compte comme des simples consommateurs par l'État, mais voilà, et ce besoin en fait de renouer ce lien avec l'État. Et vous parlez d'un État qu'il nous faut, un besoin de remettre la démocratie au sein d'un sujet qui est confisqué par la technique et l'expertise. Alors comment est-ce qu'on rend plus abordable ce dialogue entre pouvoir public et citoyens, et comment on renoue cette relation de confiance envers le service public à l'heure de la dématérialisation, à l'heure de la complication aussi de communication avec l'administration qui est ressentie par l'usager? Oui, vous avez raison de mettre le nous en avant. Effectivement, ça fait partie de ce sur quoi on a vraiment voulu mettre l'accent, c'est celui du rapport collectif à l'État, qui passe à la fois par la dimension démocratique de la délibération sur le sens et les finalités de ce que fait l'État, de l'action publique, mais aussi qui passe par un dépassement, disons, de la relation strictement individuelle que la logique des services publics vus surtout comme des services et pas comme des choses publiques a tendance à ce vers quoi ça a tendance à nous conduire. Quand on se retrouve à évaluer les services publics avec des bornes et des smileys comme on évalue la propreté des toilettes dans une aire d'autoroute, c'est pas totalement le degré, disons, d'implication ou le degré de sens de contribution au bien-être collectif qu'on pourrait y souhaiter. C'est pour ça qu'on plaide pour ce qu'on appelle, de façon un peu générale, un État relationnel, c'est-à-dire un État dont les normes, les services, les procédures assument d'avoir comme finalité la production, ou en tout cas la création des conditions de possibilité de relations entre l'État et les personnes, relations entre l'État et les groupements de la société civile organisée, que ce soit les associations, les quartiers, les voisinages, que ce soit avec les entreprises aussi, et qui passe par une attention renouvelée, disons, aux modalités d'échange et de dialogue entre tout ce qui relève, disons, de la sphère publique et ce qui relève de la société civile. Vous l'avez dit, effectivement, on a une conception, alors, il faut nuancer, le téléphone revient dans les services publics, il y a une prise de conscience qui existe sur ces questions-là, mais on a eu en tout cas pendant un temps important un objectif de dématérialisation totale des échanges avec l'administration qui a pu s'apparenter et qui peut encore dans un nombre significatif de situations s'apparenter à une déshumanisation. Et évidemment que la déshumanisation de ce point de vue-là est le socle du délaissement, voire du rejet de l'État par les gens qui ne se vivent plus du coup comme citoyens sujets de droit et donc interlocuteurs dignes de respect par une institution, mais au fond
des consommateurs plutôt moins bien traités qu'ils ne le sont dans le public. Alors ouais, Pardon. allez-y. Et justement, à ce sujet-là, vous parlez également des endroits où se joue la relation entre les citoyens et l'État. Et vous plaidez pour des nouveaux lieux, pour de nouveaux liens. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos mairies, nos bureaux de poste ou autres préfectures? Alors, dans les bureaux de poste, il y en a quand même beaucoup moins qu'avant. C'est déjà un élément de choses qui va moins bien. Dans les préfectures, aujourd'hui, vous ne pouvez plus y aller que sur rendez-vous. C'est difficile de trouver quelqu'un qui répond à vos demandes, que ce soit pour faire une carte grise ou un permis de conduire ou pour demander un renouvellement de titre de séjour si vous êtes une personne étrangère en France. La dimension, disons, proprement relationnelle du service a été, pour des raisons de coût, disons-le sans hésitation, a été pour des raisons de coût secondarisée, voire écartée, au profit de logiques de prestation de services aussi rapides et efficaces que possible. Quand vous avez quelqu'un dans une préfecture qui vous dit « moi je ne suis pas là pour expliquer aux gens à quoi ils ont droit ou leur donner une information sur l'état d'avancement de leur dossier, mais mon but c'est de délivrer des obligations de quitter le territoire français au titre de séjour », on voit qu'on a appauvri, voire ramené à l'os, voire à zéro, la dimension relationnelle de ce service-là. Évidemment, je vous prends l'exemple le plus radical de ce point de vue-là. Et ça découle en partie, disons, d'un discours et d'une pratique de dévalorisation de l'agent public, du fonctionnaire. Émilien Ruiz vient de sortir un livre qui s'appelle « Trop de fonctionnaires, pas d'interrogation », qui fait l'histoire de façon remarquable de cette tendance forte à considérer que par principe le fonctionnaire est de trop. Alors qu'il faudrait réduire. Justement, ouais. Daniel Lagassinski, vous devancez ma question, c'est parfait. Je voulais vous entendre sur justement la question de ces fonctionnaires, de ces agents de l'État. Comment peut-on expliquer cet a priori français, cette critique à l'égard de ce fonctionnaire qui est vu comme un ennemi, un privilégié, qui aurait trop de vacances, qui bosserait pas? Comment on peut redonner du sens à la mission des agents en tant que telle et changer également le regard des citoyens à leurs égards? D'autant qu'on observe, comme vous le dites, une course à l'échalote, à la suppression des fonctionnaires, 500 000 par-ci, 300 000 par-là. Est-ce qu'on n'est pas en train de construire un service public de pauvres, un pauvre service public, une société à deux vitesses qui se construirait avec une tendance à la privatisation finalement? Oui, ces tendances-là ne sont pas nouvelles et c'est pour ça que les leviers pour les contrarier sont difficiles à trouver. Ce qu'on évoque, nous, dans le livre, c'est déjà effectivement la façon, vous parlez de changer le regard, la façon dont on parle de ces métiers-là. Évidemment, quand on dit fonctionnaire, on a un double problème qui est d'une part l'abstraction de la tâche, on ne voit pas ce qu'ils font, et ensuite la focalisation sur le statut, qui est d'ailleurs très loin de couvrir l'ensemble des agents publics aujourd'hui, puisqu'il y a un nombre important de contractuels et de précaires. Et donc, quand on dit fonctionnaire, effectivement, on ne voit pas l'utilité sociale, on voit simplement la dimension plus ou moins protectrice du statut. C'est toujours plus compliqué de dire qu'on va supprimer X mille enseignants, X mille infirmières, X mille policiers, X mille magistrats, X mille surveillants pénitentiaires. Et donc, la bataille, j'allais dire, culturelle sur le sens de l'action publique et sur le sens des métiers des agents publics, elle est d'abord dans la réaffirmation des métiers, des professionnalités, des rôles de chacun de ces agents publics qui remplissent tous un rôle, y compris ceux qu'on appelle parfois de façon abusive administration administrante, qui, dans l'édiction de normes et le contrôle, par exemple, de l'édiction de l'application de ces normes, contribuent aussi à l'action publique et à notre capacité non seulement à vivre ensemble, mais à maîtriser notre destin commun, y compris dans cette situation particulièrement compliquée qu'est l'Anthropocène. Et de ce point de vue-là, nous, on évoque rapidement dans le livre aussi les mirages de ce qu'on appelle parfois de façon tentante la simplification. Qu'est-ce que c'est que simplifier? Est-ce que c'est supprimer un nombre important de normes, d'agents, de règles et d'outils de redistribution? Au fond, est-ce que derrière la simplification, on n'a pas la défaisance progressive de l'État dont il nous semble qu'elle, au-delà de plein de difficultés qu'elle poserait, elle nous rendrait notamment incapables d'organiser une transition écologique digne de ce nom, qui va supposer de la norme, du contrôle, de l'agent public, du service
de proximité, y compris en remplacement de certains biens de consommation qui sont peut-être plus intensifs en carbone et moins intensifs en travail. Et alors, dans cette grande réforme de l'État que vous plaidez, à moyen terme, vous proposez de réinstaurer des organes capables de penser une planification écologique et sociale. Alors déjà, qu'est-ce que vous entendez par ce retour au plan? Et plus largement, ça pose également la question de l'articulation démocratique de l'action de l'État. Comment un retour donc au plan ou à une planification écologique, est-ce que ça ne risquerait pas d'exacerber à nouveau les tensions existantes aujourd'hui autour de la figure donc de l'expert, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, et en faisant en sorte une sorte de boîte noire sortie du jeu démocratique dans laquelle les élites intellectuelles décideraient du sort de tous? Vous avez complètement raison, vous mettez le défi essentiel, c'est-à-dire que planifier la transition, ça ne fonctionnera et ça ne sera non seulement accepté, mais même désiré et engageant pour l'ensemble d'entre nous, que si ça résulte d'un processus hautement démocratique. Et c'est vrai que c'est la critique qu'on peut faire en partie à la planification à la française des années d'après-guerre, qui certes était d'abord, et ça on tient à le rappeler, un exercice de concertation. Ce n'était pas trois technocrates sur un coin de table qui disaient combien il fallait produire de blé, d'acier et de voitures dans tout le pays. C'était un processus de concertation avec à l'époque les forces vives de la nation, les partenaires sociaux. Alors, c'est sûr qu'à l'époque, on avait une société qui était sans doute moins complexe qu'aujourd'hui. Vous mettiez le CNPF et la CGT autour de la table et vous aviez une partie importante des forces sociales. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire comme ça. Et le besoin de concertation multi-étages, multi-niveaux est beaucoup plus évident. Parce que pourquoi est-ce qu'on insiste sur le caractère nécessairement démocratique de la transition, pas simple de la planification de la transition, pas simplement parce que elle serait plus acceptée comme cela, mais aussi parce que il y a un risque très fort, disons, face à la tentation parfois caricaturée en dictature verte finalement d'une transition pilotée technocratiquement. On entend beaucoup, j'imagine que vous entendez aussi dans vos entourages ce type d'aspiration qui résulte d'une forme de désespérance sur la difficulté à engager la transition aujourd'hui, qui de ce point de vue-là est compréhensible, mais qui au fond se heurterait au même rejet, au même refus par une part importante de la population que les politiques qui, hier et aujourd'hui, sont encore menée sur une base d'expertise étroite et sans consultation large de la population. Or, ouais, allez-y. Et à la fois, Daniel Agacinski, donc on l'entend, il faudrait refaire vivre le débat démocratique à toutes les échelles, pardon, en remettant le citoyen au cœur de la fabrique des politiques publiques. Mais en réalité, comment acculturer les citoyens à faire l'expérience de la démocratie en tant que telle, alors que bien souvent, donc on est critique à l'égard de ces fonctionnaires, mais en même temps, on est dans une posture qui est uniquement réactive. On critique, mais est-ce qu'on sait réellement participer encore en France, et quels seraient les leviers pour donner ce pouvoir d'agir et faire l'expérience de la démocratie par les habitants en tant que tel? Ce que vous évoquez, Bruno Latour le résume par une formule qu'on aime bien, qui est qu'au fond, alors ça ne concernait pas que les Gilets jaunes en tant que ce mouvement en particulier, mais qu'au fond, le rapport aujourd'hui des citoyens, dans lesquels je m'inclus, avec la puissance publique, c'est un peu des muets qui essayent de parler à des sourds. C'est-à-dire qu'au fond, c'est ce que vous dites, les modalités de la participation aujourd'hui ne parviennent pas à articuler un discours qui soit à la fois une revendication, une proposition et un début d'action qui puisse être absorbé et incorporé, disons, par l'action publique telle qu'elle fonctionne. On voit bien qu'on tâtonne tous là-dessus. Après les Gilets jaunes, grand débat national, convention citoyenne pour le climat, cahier de doléances qui vont avec, qui sont des tentatives de restituer, de reconstituer, de recréer finalement une capacité à s'exprimer de façon constructive et productive d'action un ensemble de citoyens qui ont eu le sentiment de vivre pendant longtemps et encore aujourd'hui dans une démocratie discontinue à qui finalement on tend une urne tous les 5 ans ou 6 ans selon la nature du scrutin et qui peut finir par aboutir à un sentiment de délégitimation non seulement des institutions d'un côté, mais du citoyen lui-même comme capable de s'engager et de produire quelque chose pour le bien commun. Ça passe, ça suppose de se donner le temps long. Celui qui vous dit j'ai un remède pour demain recréer les conditions d'une participation démocratique épanouissante pour toutes et tous, je ne pense pas qu'il faille le croire.
ça suppose du temps long et des structures qui favorisent l'engagement par l'éducation, par l'action culturelle et associative locale. Moi, on parlait de casquettes diverses et variées tout à l'heure. Il se trouve que je suis très engagé dans une association de quartier qui anime un lieu justement de partage, de convivialité, d'accompagnement social et administratif et de débat. Et on voit bien que des gens qui passent du temps dans ce type de structure sont, au bout du compte, se sentent en tout cas beaucoup plus autorisés à prendre la parole en public, à contribuer par leur analyse des enjeux contemporains à un point de vue sur le bien commun. Et ce sont des choses qu'il faut développer. On ne recréera pas une société de la participation simplement avec des institutions qui viennent d'en haut. Eh bien, merci beaucoup à Daniela Gasinski. Notre entretien doit malheureusement toucher à sa fin. Je rappelle que vous êtes déléguée générale à la médiation auprès de Claire Hédon, la défenseure des droits. En 2021, vous avez publié avec Romain Baucher et Céline Dagnon « L'état qu'il nous faut, des relations à renouer dans le nouveau régime climatique ». Merci beaucoup et à bientôt sur Radio Anthropocène. Merci à vous, bonne journée. Regard sur l'actu. Regard Anthropocène sur l'actualité.